Alors, en pratique, qu'est-ce que ça peut donner? Ça, c'est une question qu'on me demande souvent pour les personnes qui veulent être un petit peu en transition, les personnes qui veulent s'y mettre, entre guillemets. Comment on fait? Alors, j'ai pas la réponse absolue. Je vais partager avec vous ce que je fais, moi, les raisons pour lesquelles je le fais, ce qui m'a poussé à en arriver là, les conclusions, les conséquences. Et comme toujours, chacun est avant tout son propre prescripteur. Donc je vous encourage à l'entendre et en faire ce qui correspondra à vos besoins à ce moment précis de votre vie. Mais en pratique, donc au niveau alimentation, puisqu'on a vu déjà le sommeil, l'exercice physique, on est passé rapidement dessus, je ferai une vidéo plus spécifique là-dessus. Mais au niveau alimentation, enfin on parle d'aliments, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, c'est très simple. C'est des fruits en quantité, des feuilles vertes, des verdures en quantité et, selon les besoins, une source qu'on appellera azotée ou grasse. C'est des termes que je reprends chez les hygiénistes. Je vais expliciter un petit peu plus ensuite. Je ferai bientôt des vidéos par rapport à les indications que peuvent nous donner notre goût et notre odorat par rapport au choix de ces aliments. Plus spécifiquement, comment savoir, comment interpréter telle ou telle réaction. Mais il va de soi que ces fruits, ces feuilles, ces verdures et ces sources azotées ou grasses doivent être non dénaturées. Et je ne dis même pas crues, mais non dénaturées. Donc ça renvoie vraiment à une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps là-dessus. Non dénaturé, ça veut dire non seulement cru, mais non transformé, non assaisonné, non mélangé. Aucun processus que ce soit brut tel que c'est. Et alors pourquoi? Il y a bien une raison à ça, c'est pas une lubie de ma part. C'est que, comme vous l'avez peut-être déjà compris, mais je suis un fervent défenseur de l'expression de l'instinct dans les besoins de chacun. Je reviendrai plus longuement en détail dans de prochaines vidéos encore sur ce thème-là. Et pour que l'instinct s'exprime, eh bien, il faut le faire uniquement sur des produits totalement non dénaturés. Donc c'est une conséquence de ce choix et de ce respect, de cette obéissance à l'instinct. L'obéissance à l'instinct m'impose de travailler, de fonctionner, pas de travailler, mais de fonctionner avec des produits non dénaturés. Donc, fruits juteux, si possible, sucrés bien sûr, fruits non sucrés aussi, tomates, concombres en été. Feuilles, verdures, donc tout ce qui est salade, fenouil, céleri, feuilles sauvages bien sûr, choux, tout ce qui est vert. Tout ce qui est vert parce que c'est extrêmement riche en minéraux et je vous renvoie à la vidéo sur la densité nutritionnelle et la densité calorique. On va dire que les fruits assurent la densité calorique, donc le carburant. Les feuilles vertes assurent la densité nutritionnelle, bien que les fruits apportent déjà des nutriments, mais les feuilles vertes apportent vraiment un surcroît de nutriments, un surcroît en fibres, parce que les fruits sélectionnés de notre époque, des fois, sont dépourvus de fibres, ou en tout cas ont été amoindris et ça peut être un problème. Je ferai bientôt un sujet spécifique sur les fibres, mais les fibres ont un rôle crucial dans notre bonne santé. Donc, fruits en abondance, feuilles en abondance, on va revenir sur les quantités, et puis source azotée. Donc source azotée et ou grasse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toutes les noix, les oléagineux, les graines oléagineuses, les amandes, les avocats en produits gras, les olives en produits gras, bien sûr toujours non dénaturés. Donc quand je parle d'olives, personnellement je ne recommande pas les huiles d'une quelconque manière que ce soit parce que notre instinct ne s'exprime pas, c'est un pur concentré de gras. On a enlevé tout ce qui était la bonne partie de l'olive là-dedans, particulièrement dans l'huile d'olive je pensais. Donc je recommande le produit non dénaturé. Si on a besoin d'olives, alors à ce moment-là on mange des olives naturelles. Si ça intéresse certains d'entre vous, je pourrais montrer à la saison comment est-ce qu'on prépare des olives naturelles sans aucun saumure, sans sel, sans épices. Moi je les conserve une année sans qu'elles se dessèchent trop et elles sont vraiment délicieuses, je m'en régale actuellement. Donc source azotée, je disais noix, oléagineux, fruits gras
Et puis ensuite, selon les dispositions de chacun, selon les besoins de chacun, vous savez que personnellement je ne mais pas d'interdit là-dessus, puisque je ne me mets aucun interdit tant que les produits sont non dénaturés. Et donc produits animaux, sous-produits animaux, œufs, insectes, qui sont, bon, d'après moi, assez vraiment bien adaptés à notre génétique, comme je vous l'avais montré dans les vidéos précédentes, avec la comparaison entre le patrimoine génétique des chimpanzés et le nôtre, et les conclusions qu'on pouvait en tirer. Donc œufs, insectes, voire selon les besoins, poissons, viande. Alors selon vraiment les choix de chacun, cela se discute. Je ne pense pas, à titre personnel, qu'il soit bon d'exclure cette possibilité. Elle m'a été salutaire à un moment de ma vie, réellement. Je ne pense pas de la même manière qu'on puisse les consommer de manière impunément. Donc il faut vraiment considérer ça, et là c'est une question d'adaptation individuelle, d'histoire personnelle, de choix personnel, de moments de vie, de besoins physiologiques, de besoins psychologiques. Donc je ne voudrais pas rentrer dans un grand débat là-dedans. Moi personnellement je suis ouvert à la consommation de produits animaux dans un certain cadre, dans un cadre très particulier, et avec toujours en conscience que ce sont des produits extrêmement puissants, donc il va être puissant au niveau thérapeutique et essentiel même suivant les cas, mais leur puissance aussi les rend extrêmement dangereux, et on voit bien toutes les maladies de civilisation qui apparaissent maintenant et qui sont liées à ces produits animaux. Et ça, c'est sans compter ensuite avec le côté éthique de la chose. Il va de soi que les conditions actuelles d'obtention des produits animaux sont absolument inacceptables, et que je pense qu'il est très très difficile de se procurer des produits animaux dans lesquels finalement l'éthique puisse s'y retrouver à peu près. Si tel est le cas, bon, j'ai fait en sorte moi de pouvoir avoir quelques produits de temps en temps, des œufs et des insectes de cette manière-là, mais c'est assez rare, donc je le reconnais. Mais là on est vraiment dans le cadre de choix individuels, et je ne voudrais pas polémiquer là-dessus pendant trop longtemps. Alors ensuite, on me demande souvent, oui, mais alors quelle quantité, à quel moment, comment, est-ce qu'il y a un plan? Là encore, je vous partage ce que je fais moi et les raisons pour lesquelles j'en suis arrivé là. C'est assez simple pour moi, c'est fruits en quantité toute la journée, enfin toute la journée, comme vous l'avez vu dans la vidéo sur les rythmes chronobiologiques du corps. Ma journée, moi, elle commence à midi, 1h à peu près, de l'après-midi, pour respecter les cycles de détoxination et de détoxication du corps. Donc c'est toute la journée, on va dire juste entre midi et 6 heures du soir, des fruits en quantité. Alors, une prise, plusieurs prises, ça dépend vraiment des gens. Là aussi, adaptation individuelle. Certaines personnes se trouvent très bien avec une prise massive de fruits à midi. Elles arrivent à manger assez. Elles aiment bien manger assez, comme ça, se sentir pleines, et tiennent tout l'après-midi en ayant beaucoup de carburant disponible. D'autres personnes, et j'en fais partie, ont beaucoup plus de mal à manger des grandes quantités. Donc moi, je fais au moins 2 prises de fruits sur l'après-midi. 2 prises de fruits, alors quelle quantité? C'est impossible de dire les quantités. Vous avez vu, le modèle calorique est relativement extrêmement limité, dans la mesure où il tient compte uniquement de ce que l'on met dans la bouche, mais absolument pas ce que le corps va pouvoir réellement utiliser, c'est-à-dire ce qu'il va réellement assimiler. Donc compter des calories de produits alors que chacun a une assimilation différente en fonction de son histoire, de sa capacité d'assimilation, de ses enzymes digestifs présents ou non, de son acide chlorhydrique présent en plus ou moins grande quantité dans son estomac. Donc 2 personnes qui vont manger la même quantité ne vont pas assimiler la même quantité. Donc le modèle calorique est relativement limité, et là encore, il n'y a vraiment qu'un seul vide, c'est la faim. Donc redécouvrir la faim véritable, et s'y tenir, c'est-à-dire essayer de ne pas manger plus que la faim, mais essayer de ne pas manger moins que la faim. Donc dans les premiers temps, souvent, en règle générale, on a des difficultés à manger assez de fruits. Donc faire plusieurs prises dans l'après-midi, ce n'est pas du grignotage, c'est juste de l'adaptation. Il nous faut un temps pour aller vers les choses, pour aller vers une évolution, et donc il faut le respecter. On ne peut pas vouloir du jour au lendemain peut-être sauter d'une alimentation traditionnelle française à une alimentation frugivore optimale, si tant est qu'il y ait un optimum.
Je pense plutôt moi que l'optimum est pour chacun à un moment donné de sa vie. Donc un optimum personnel et marqué dans le temps. Donc c'est à chacun de trouver son équilibre. Mais donc suffisamment de fruits pendant la journée. Et le soir, je consomme feuilles vertes, verdure en quantité et ou produits azotés ou gras. C'est très fréquent pour moi le soir que je prenne un petit produit gras, un petit produit azoté. Alors je vais vous expliquer mes raisons. Alors déjà pourquoi, on pourrait se dire, mais alors pourquoi pas de sucre le soir? Ce qui m'a poussé à ne pas consommer de sucre le soir, bon, premièrement c'est l'écoute des courants hygiénistes et de tous les autres courants de la nutrition un petit peu que je respecte, comme l'instinctothérapie. Aucun ne prône les fruits le soir. Ensuite, j'ai fait un petit peu des recherches personnelles et j'ai trois pistes avancées. Bon, la première, c'est que le soir, on a plutôt besoin de calme, on n'a pas vraiment besoin de carburant, on n'exerce pas une activité physique. Donc, le besoin en sucre carburant n'est pas aussi grand que pendant la journée où on exerce une activité physique. Deuxièmement, le soir, c'est juste avant la nuit, avant l'endormissement. Et la nuit est une période dans laquelle on a extrêmement besoin de nutriments, mais pas tant de calories, de nutriments pour réaliser tous les processus de guérison, de détoxination et de détoxication. Et donc il y a des sources en nutriments plus concentrées que les fruits, que sont les feuilles vertes particulièrement, ainsi que les produits azotés et ou oléagineux. Donc ça fait déjà une première raison. La deuxième raison, c'est que je vous parle de cycle dans la journée. Or, quand vient le soir, il y a une horloge biologique en nous et cette horloge biologique commande la sécrétion de différents produits en rapport avec les moments de la journée. Et quand vient le soir, il y a une hormone qui favorise l'endormissement qu'on appelle la mélatonine. Alors ce que je partage avec vous, ce sont des hypothèses de recherche qui sont relativement personnelles. C'est une proposition que je fais. Une partie a été validée. C'est l'influence de la mélatonine sur l'insuline. Et ensuite, les conclusions que j'en tire sont personnelles. Voilà, mais je vous les livre comme ça, un petit peu en primeur. Donc, la mélatonine, visiblement, aurait une fonction, une action inhibante sur la sécrétion d'insuline. Ce que je veux dire par là, c'est que le soir venu, la sécrétion de mélatonine naturelle pour notre corps, pour favoriser l'endormissement, amènerait à une diminution de notre capacité à produire de l'insuline par le pancréas. Et donc, si on avale des sucres, on va avoir beaucoup moins d'insuline disponible pour réguler cette glycémie dans le sang. Et ce faisant, alors là, tout ça, ça a été mesuré et validé en laboratoire. Voilà mes conclusions personnelles. Qu'est-ce qui ferait qu'à ce moment-là, quelles sont les conséquences de ça? Eh bien pour moi les conséquences elles sont assez évidentes. Dans la mesure où l'insuline n'est plus présente, le corps a recours à d'autres moyens pour réguler la glycémie. Et parmi ces moyens, il y en a un qu'il utilise très volontiers et souvent, c'est la libération d'une hormone qu'on appelle l'adrénaline, qui va permettre de faire passer très rapidement le sucre du sang vers les muscles, vers le système musculaire, pour amener une réaction rapide. Et donc, je suspecte la prise de sucre le soir en présence de mélatonine qui inhibe la sécrétion d'insuline, d'amener chez nous à une décharge d'adrénaline qui serait donc complètement non favorable à l'endormissement. De la même manière, là aussi, il y a des interactions très fortes entre ce qu'on appelle l'hormone de croissance humaine et l'insuline. Elles sont encore peu quantifiées, mais il y a énormément de travaux qui montrent qu'il y a énormément d'interactions. Et il se pourrait très bien que l'insuline soit là aussi inhibée dans son action par l'hormone de croissance humaine. L'hormone de croissance humaine qui est sécrétée plus particulièrement et utile pendant la nuit pour la réparation et la régénération des tissus. Donc là aussi, nous ne serions absolument pas dans les conditions optimales pour accepter des sucres le soir. D'autre part, à titre personnel, ça c'est une petite remarque, mais il me semble que nos ancêtres primates, quand ils étaient dans les forêts, quand le soir venait, il n'était plus lieu pour eux de grimper dans les arbres alors que la nuit tombait pour manger des fruits. Ça se fait beaucoup plus favorablement en plein milieu de la journée.
il me semble que le soir, il était beaucoup plus simple d'avoir accès à des feuilles qui étaient au ras du sol, voire à des petits insectes, des choses comme ça, mais pas aller cueillir des fruits au sommet d'un arbre qui demande beaucoup d'efforts et surtout une prise de risque quand la pénombre arrive. Voilà, ça c'était une petite remarque personnelle. Donc voilà pourquoi est-ce que pas de sucre le soir, ça me paraît être des éléments importants. De toute façon, quiconque fera l'expérience verra bien que le soir venu, si on mange sucré, trop de fruits, eh bien il y a un échauffement de l'organisme parce que cette énergie n'est pas dépensée et c'est peut-être qu'elle est perdue. Alors ensuite, des feuilles en quantité. Alors les feuilles, pourquoi? Parce que ça apporte énormément de nutriments pour une densité calorique faible. Donc ces nutriments vont pouvoir permettre et vont pouvoir faciliter les processus de guérison et de réparation qui ont lieu pendant le sommeil, puisque c'est pendant le sommeil que se réalisent tous ces processus. Les feuilles sont faciles à digérer et qui plus est, elles apportent une grande satisfaction avec un volume assez élevé pour un apport calorique faible, donc elles sont apaisantes. Et les produits gras. Alors ah oui, petite précision, les feuilles, quelle quantité? Alors là encore, adaptation individuelle. Pour vous donner un exemple, actuellement, je mange entre l'équivalent, on va dire, d'une laitue et demie à 2 laitues le soir. Ajoutez à ça une grosse brassée d'herbes sauvages, ajoutez à ça des fruits non sucrés du style concombre ou tomate. Vous voyez que ça fait pas mal quand même, mais les quantités elles varient chaque jour et elles sont dépendantes tellement de notre activité, de notre sommeil. C'est très difficile de dire quelque chose, un menu type. C'est tellement particulier aux phases de vie de chacun, c'est tellement particulier à nos besoins liés à l'activité du jour, à notre sommeil de la veille. Donc juste un guide, suffisamment de feuilles, ça s'apprend. C'est primordial, je vous garantis que sans un apport suffisant en feuilles, c'est tout qui se dérègle. Car les feuilles balancent au niveau minéral l'apport acide parfois de certains fruits. Donc des feuilles et des produits oléagineux. Alors pourquoi produits oléagineux? Là aussi il y a une raison. Bon, premièrement parce que si je les prenais pendant la journée, leur digestion étant relativement lente, il y aurait une interaction avec les sucres. Deuxièmement, pendant la journée, j'ai envie d'une énergie qui vient rapidement, quelque chose qui se digère très facilement. Les fruits sont idéaux, les produits gras sont un peu plus compliqués, demandent plus de temps, libèrent leur énergie de façon plus progressive, donc sont moins utiles pendant la journée. Par contre, le soir et pendant la nuit, c'est idéal pour nous permettre de passer toute une nuit en ayant un apport calorique suffisant, parce que pendant la nuit, quand même, le cerveau travaille, notre métabolisme de base continue à fonctionner, et même si on réalise des détoxinations, on a besoin de pas mal de carburant, et bien à ce moment-là, les produits oléagineux vont donner une énergie de longue durée, et c'est un bon investissement qu'on fait pour passer une bonne nuit. Donc les produits oléagineux, alors en quelle proportion? Il faut savoir quand même que le corps a une capacité relativement limitée de digestion des produits oléagineux et des produits azotés, qu'il faut la respecter, seul l'instinct peut nous guider. Je me base aussi pas mal sur les travaux de quelqu'un qui s'appelle Colin Campbell, qui a fait un rapport qui s'appelle The China Study en anglais, mais qui se retrouve sous le nom de rapport Campbell en français, excellentissime, et qui a montré, je reviendrai, je ferai une vidéo plus spécifique sur ce thème-là, mais qui a montré de manière magistrale que plus de 10% des apports caloriques en matière grasse ou plus de 10% des apports caloriques en protéines, particulièrement protéines animales, mais aussi protéines végétales dans notre alimentation, c'était courir droit à des gros problèmes de santé. Alors, ces chiffres ne sont pas indépassables, c'est un guide qui doit nous inspirer. Ça explique d'ailleurs mieux pourquoi un médecin nutritionniste américain, le Dr Douglas Graham, a élaboré un régime, entre guillemets, qu'il a appelé le 90-10, dans lequel il recommande 80% de sucre des fruits puisqu'il est crudivore, 10% maximum de graisse et 10% maximum de protéines. Il s'est basé sur les travaux de Colin Campbell, ça coule de source. Je préfère moi personnellement retrouver ces chiffres par la pratique instinctive plutôt que par
des dogmes ou disons plutôt qu'avec une grille trop figée, parce que nous avons tous des besoins, il y a des saisons, donc un équilibre 90-10, ça se recherche sur une année, avec des moments où on a plus besoin de matière grasse, des moments où on en a moins besoin, des moments où on a plus besoin de protéines, des moments où on en a moins besoin, des moments où on a plus besoin de sucre, et ainsi de suite. Il y a des saisons aussi, à l'automne par exemple, les fruits oléagineux comme les noix, les amandes sont fraîches et sont excellentes, donc autant s'en régaler, et puis au besoin en plein été on en mange un petit peu moins. Le corps régule de lui-même. 90-10, ça reste quelque chose comme un guide, on va dire. Il y a une citation d'un poète chinois, d'un peintre poète chinois que j'aime beaucoup du 17e, Shi Tao. Shi Tao disait: la règle n'est pas un modèle fixe, c'est le souffle inspirateur qui structure. La règle n'est pas un modèle fixe, c'est le souffle inspirateur qui structure. Je pense qu'il est important d'avoir une structure, et pour moi, ce petit truc du 90-10, ça me permet de temps en temps de me réétalonner, voir où j'en suis. Ça correspond aussi pas mal, d'après moi et d'après mes recherches, à ce qui était la disponibilité de ces types de produits dans la nature pour nos lointains ancêtres primates. Donc ça colle à peu près, mais je vous encourage plutôt à retrouver cet équilibre par l'instinct, plutôt que de le retrouver de façon mathématique et analytique. Donc on a vu à quel moment et pour quelles raisons les feuilles, les fruits, les produits azotés ou oléagineux, mais attention, ne pas en faire là non plus un dogme. On peut avoir besoin de journées où il n'y aura pas de produits oléagineux, on peut avoir besoin de certains moments où on n'aura pas besoin de fruits, ça peut arriver, et ça il faut le respecter, et pour ça il n'y a que l'instinct. Concernant les feuilles vertes aussi, quelque chose que j'avais oublié de mentionner, mais c'est que les feuilles vertes, en plus de leur richesse en nutriments et en fibres, la plupart contiennent des opioïdes qui ont des vertus sédatives et calmantes. Donc tout ça va favoriser l'endormissement. Donc les feuilles vertes le soir, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Et c'est même pour moi un pilier de notre équilibre alimentaire. Donc vraiment, je vous engage, je vous encourage à faire l'expérience et à ne pas négliger les feuilles vertes particulièrement, toutes les verdures dans notre alimentation. Alors ensuite, pour terminer un petit peu ce petit tour d'horizon rapide de comment faire, deux ou trois petites questions qui me sont arrivées récemment. Alors la première chose, c'est comment on s'y met. Comment on s'y met, les personnes qui ont un petit déjeuner classique, puis repas de midi. Alors comment faire pour s'y mettre? Eh bien, je crois que la meilleure des attitudes pour ne pas contrarier nos processus inconscients, on reviendra sur les résistances de l'inconscient à changer, mais pour ne pas contrarier notre inconscient, il faudrait procéder non pas par suppression, mais par ajout. Je vais vous expliquer. Non pas se dire je vais supprimer ça de mon alimentation, mais plutôt je vais ajouter ça et ça, et petit à petit ça prendra la place des autres produits. Donc qu'est-ce que je vais rajouter? Eh bien par exemple le matin je vais rajouter des fruits en quantité. Je vais rajouter des fruits en quantité le matin, et puis le repas du midi, avant le repas, je vais manger des fruits en quantité. Et puis le repas du matin, quand j'ai la possibilité, je vais le retarder. Je vais le retarder vers les 9 h. Puis quand je pourrai, vers les 10 h. Et puis je vois ce qui se passe. Je vous renvoie vers la vidéo sur les rythmes chronobiologiques. Et puis finalement, on se retrouvera à prendre le petit déjeuner vers les midi. Et donc avant le repas de midi, eh bien, on mange des fruits en quantité. Et quand on aura mangé des fruits en quantité, on va se rendre compte que peut-être on est plein, on est bien, on est satisfait, et on a besoin de rien d'autre. Donc surtout ne pas contrarier l'inconscient et aller petit à petit par des ajouts et non pas des suppressions. Les suppressions sont extrêmement frustrantes. L'idée même de la suppression ne plaît pas à notre mental, elle lui déplaît même fortement. Donc allez par des ajouts. De la même manière, si on se dit je vais sauter du jour au lendemain dans l'alimentation crue pour toute ma vie, alors là c'est fortement anxiogène au niveau
de l'inconscient, qui est habitué, qui lie la nourriture cuite à des bons souvenirs d'enfance, à l'amour paternel, à l'amour maternel, qui lie ça aussi à des comportements grégaires, de reconnaissance avec les autres, d'appartenance à un groupe. Donc si on se dit je vais manger cru pour toute ma vie, c'est foutu, il va y avoir des résistances de l'inconscient terribles. La meilleure des attitudes, il me semble, et celle que je conseille actuellement, c'est plutôt de se dire je vais mener une expérience. Je vais mener une expérience qui va durer, allez, disons, 3 semaines. Une expérience de 3 semaines dans laquelle je vais essayer de voir ce que ça fait de manger cru. Je vais essayer de voir ce que ça fait que de manger cru, et dans 3 semaines, je reprendrai mon régime normal si j'en ai décidé. Puis dans 3 semaines, on verra ce qui se passe. Il n'y a pas lieu de se projeter pour ce que sera notre état psychique au bout de ces 3 semaines. Au bout de ces 3 semaines, en connaissance de cause, on aura fait l'expérience, on pourra prendre des attitudes pour les 3 semaines suivantes. Et ainsi, de 3 semaines en 3 semaines, eh bien, moi, je me retrouve, par exemple, depuis pas mal d'années maintenant, à manger totalement cru. Mais c'est chaque fois des expériences que je mène. Et comme cette expérience me convient bien, je la renouvelle. Faire une expérience sur 3 semaines aussi, c'est un très bon moyen de ne pas affoler son entourage, de ne pas affoler toutes ses relations professionnelles. Non, on fait une expérience, on se pose une question, voyons, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que c'est si farfelu? C'est tout à fait accepté et ça peut être mieux compris par les autres et mieux compris par son inconscient. Ensuite, donc, il y a la question du petit déjeuner qui revient très souvent. Donc, je l'ai abordé brièvement tout à l'heure. Petit déjeuner, une chose à faire très rapidement, c'est d'introduire les fruits de façon massive et en départ de petit déjeuner. Et petit à petit, ils vont remplacer toutes vos autres nourritures. Le café, le thé, je ne saurais trop dire que simplement c'est certainement pas optimum pour la santé et je pèse mes mots. Et il me semble que toute démarche vers la santé devrait pouvoir oublier ces produits-là. Non pas les supprimer, mais les oublier par le plaisir des fruits. Alors le petit déjeuner, là aussi, vous avez vu la vidéo sur les rythmes chronobiologiques. Pour moi, il est contraire à la notion de bonne santé puisqu'il coupe nos détoxinations. Je sais qu'au début, c'est pas facile. On a l'habitude de prendre ce petit déjeuner. C'est un jalon important dans notre journée. Donc une des stratégies, c'est de repousser son heure de plus en plus tardive jusqu'à arriver au repas de midi. L'autre alternative, eh bien, c'est de prendre vraiment conscience de ce que c'est que la détoxination en nous, de savoir qu'elle est en train certainement de nous aider fortement, de la respecter, de l'aider, de vouloir la porter et de vouloir l'aider. Donc de ne pas prendre de petit déjeuner, mais plutôt de boire de l'eau, de s'oxygéner, de respecter son rythme, de ne pas s'affoler, de ne pas laisser la peur nous envahir. Et à ce moment-là, ça se passe très bien. Une fois qu'on a changé son système de croyance par rapport au petit déjeuner, il n'y a plus aucun problème. Et puis une dernière petite question qui me vient en tête là, qui est assez générale. Certaines personnes viennent vers moi de temps en temps en me disant « mais voilà, je n'ai absolument aucune envie de fruits actuellement. Je n'ai absolument aucune envie de fruits actuellement. Et j'ai envie de choses salées. » Alors choses salées, pour moi, on n'a pas envie de chlorure de sodium la plupart du temps. Ou en tout cas, si on pense chlorure de sodium, le corps, lui, le plus souvent, a besoin de sels minéraux. Sels minéraux dans les verdures. Donc c'est tout simple, manger des verdures. Mais en même temps, ça devrait nous dire beaucoup des besoins réels de cette personne. Et vous allez voir où je veux en venir. C'est que souvent, ces personnes-là, aussi, au travers de leurs témoignages, me font penser qu'elles sont en manque crucial de sommeil. Et c'est pas anodin que le corps renvoie finalement un certain dégoût des sucres, une appétence pour les sels minéraux et un besoin de sommeil à la fois. Quand est-ce que le corps a besoin de sommeil et de nutriments? C'est quand il a des processus de réparation à faire. Quand est-ce qu'il a besoin de sucre? Quand il a besoin d'être actif dans le monde. Et il y a des moments de notre vie où nous avons plus besoin de nous réparer que d'aller vers le vaste monde, que d'être actif et entreprenant dans le monde. Et peut-être que ces moments où on est dégoûté de sucre, où on n'a pas envie de sucre, c'est un bon signe du corps qui dit « je veux faire une pause, je veux faire une pause, je veux prendre le temps, me réparer, me guérir ». Et à ce moment-là, l'attitude la plus judicieuse pour moi serait de respecter ses besoins. Si on a envie de rien, eh bien on jeûne et on se repose. Si on a besoin de salé, eh bien à ce moment-là, on mange des feuilles vertes, le céleri branche qui est extrêmement riche en sels minéraux. Et
De toute façon, si vous avez une activité physique conséquente, vous verrez que le besoin de sucre, il est spontané. S'il n'y a pas un besoin de sucre, c'est que ça répond à une finalité particulière de l'organisme, il me semble. Et très souvent, j'ai vu lier le besoin de matériaux salés sous forme de sels minéraux avec des besoins de repos extrêmes. Et donc c'était des gens qui étaient fatigués chroniques, et qui avaient plus que jamais besoin de repos. Voilà, vous avez vu un petit peu, j'ai voulu vous donner un petit peu quelques lignes de conduite par rapport, je dis bien toujours, par rapport à ma pratique. Je vous encourage à l'écouter avec une oreille très critique, en étant conscient que mes besoins ne sont pas peut-être exactement les vôtres. Il est important de s'inspirer, mais les informations, vous les avez, nous les avons tous, elles sont très faciles à trouver. Je crois que surtout on est saturé d'informations actuellement. J'ai essayé de faire ça de la manière la plus concise. Qu'est-ce qui fait qu'ensuite on passe ou on ne passe pas à l'action? Ça sera le sujet de prochaines vidéos. Mais je pense que si on ne passe pas à l'action, c'est pas un défaut d'information. C'est la plupart du temps un défaut d'aspiration, d'inspiration, ou même, j'ose le dire, de volonté. Parce qu'il y a un moment où il faut de la volonté, il faut énormément de courage pour aller au-devant de situations qui sont parfois difficiles à gérer sur le plan physique. Quand on prend conscience de ce qu'on a fait à son corps pendant une certaine partie de sa vie, et vouloir se lancer dans une démarche de guérison, c'est beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Je vous la souhaite. J'espère que ces quelques mots qui ont fait quand même une bonne heure vous seront utiles. Vous l'aurez compris, je vous encourage avant tout à vous appuyer sur vos besoins instinctifs personnels et de vous mettre en condition avant tout pour les ressentir, ces besoins instinctifs, et on ne les ressent pas dans n'importe quel cadre, s'expriment de façon juste. Donc je vous encourage à aller à l'écoute de vous-même, de votre corps, à essayer de faire un petit peu calmer nos processus mentaux, à se laisser inspirer, à se laisser respirer, à se laisser résonner avec un « et », laisser vibrer au rythme de notre corps. Je vous souhaite une très bonne journée, j'attends vos commentaires, j'attends vos questions, qui sont toujours pour moi une source de réjouissance, qui me permettent d'avancer dans mes recherches, dans mon questionnement, dans ma remise en cause sur moi-même. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru où nous ferons une exploration donc des sens du goût et de l'odorat et de leurs fonctions. Il va y avoir aussi le témoignage d'une maman crudivore avec une petite fille et comment ça se passe, qu'est-ce que c'est qu'un accouchement dans un contexte 100% cru. Et voilà, que des nouvelles vidéos, des nouveaux thèmes, il n'en manque pas. Et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go. I understand your changes long before you reach the door. I know where you think you're going. I know what you came here for. And now I'm sick of joking. You know I like you to be free.